Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Noémie Azul-Love qui est assistante monteuse. Bonjour Noémie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Florian. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Alors, je suis monteuse de film. Je m'appelle Noémie Azul-Love et je travaille en tant qu'assistante monteuse en long métrage, principalement. Alors, on va intervenir, on fait partie de la post-production. On intervient au moment où le tournage commence et on commence à traiter les rushs. Dans notre métier, c'est en plusieurs étapes. Il y a pendant le tournage, pendant le montage et les finitions. On a une partie très technique, mais pas seulement. La partie technique étant la plus simple à expliquer. Récupérer les rushs qui passent après le tournage au labo. Puis nous, on les synchronise, images et son. On les range et on prépare dans le logiciel de montage de faire en sorte que le monteur, en arrivant, n'ait plus qu'à se poser des questions artistiques. Nous, on va essayer d'enlever tous les problèmes techniques et de faire le suivi technique et aussi artistique. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances qui sont nécessaires pour exercer ta profession ? Alors, les compétences classiques, on va tout de suite penser à l'organisation, à une certaine rigueur, mais en vrai, j'y réfléchis un petit peu. Je pense que ça, c'est des compétences très classiques qu'il faut dans beaucoup de boulot, mais que nous, en tant qu'assistant monteur, on est vraiment l'allié du chef monteur, l'allié du film. Donc on va avoir des compétences d'implication dans le projet, dans une grande écoute du réalisateur, du chef monteur et des rushs, et une espèce de sensibilité. On nous demande beaucoup ça. Alors, il faut bien entendu que toute la technique soit nickel. Donc c'est pour ça le côté rigoureux, le côté organisé. Mais on est aussi premier spectateur. Je crois que dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui sont premiers spectateurs des rushs. Il y a le DIT, il y a les gens sur le tournage aussi, et le chef monteur. Mais nous, on commence à jongler avec les rushs, avec les images, avec les sons. On a cette sensibilité qui nous est demandée, de savoir, de réagir au rush, en fait. Mais ça, du coup, c'est des compétences un peu ce qu'on va appeler soft skills. Oui. Après, en hard skills, typiquement, parce que là, je suis dans une salle de montage, et du coup, je vois plein d'écrans, etc. Du coup, il y a aussi des grosses compétences techniques à avoir, je suppose. Alors, il y a des compétences techniques, c'est pas énorme. En vrai, en montage, contrairement à la plupart des autres métiers du cinéma, nous, il faut être très à l'aise à l'ordinateur. Mais après, on développe des trucs et astuces pour bien être que les outils de montage, enfin que les logiciels de montage soient des outils qu'on maîtrise bien. Mais en montage, c'est quand même assez simple. On peut apprendre un logiciel assez vite, ou on peut ne pas connaître le logiciel et quand même monter avec. On peut apprendre très vite. C'est plutôt un état d'esprit. D'avoir une grande adaptation technique. En plus, les standards techniques sont tout le temps en train d'évoluer. Mais tout le temps. Donc une partie énorme de notre métier d'assistant monteur, c'est d'être au fait de comment marche la technique, de s'adapter et de ne pas être sur des procédures figées. Ok, et du coup aussi dans les connaissances, là tu parlais justement de l'aspect œil que tu dois avoir, enfin un peu l'artistique. Est-ce que tu as des connaissances qui sont importantes, genre, je sais pas, connaître plein de films ou avoir une certaine culture cinématographique, tu vois, de base ? Oui. Alors, je pense que c'est très important, déjà pour le goût du métier, pour être un interlocuteur valable pour l'équipe de montage, pour le réalisateur, pour la prod, pour les autres interlocuteurs, d'avoir une grande connaissance et un grand goût pour le cinéma. Après, quand j'ai réfléchi à tes questions,
J'ai fait des sortes de petites listes de compétences, de qualités nécessaires pour être un bon assistant monteur. Et en même temps, le truc marrant, c'est que tout ce que j'ai marqué, pour chacune des qualités que je trouve importantes, c'est aussi possible de ne pas l'avoir. Eh ben nickel. Parce que nous, on est une équipe très réduite. On bosse, on est le chef monteur, l'assistant monteur, le réal. Et encore, le réal, ils sont pas là à 100%. Donc on est des toutes petites équipes et ça dépend énormément des qualités humaines. Quelqu'un qui est extrêmement extraverti va pouvoir trouver sa place. Quelqu'un de très introverti va aussi trouver sa place. Ça dépend du chef monteur, ça dépend de la synergie. Quelqu'un qui va être extrêmement lumineux va pouvoir tout à fait trouver sa place et en même temps quelqu'un de très sombre aussi. Ah, donc il y a quand même pas mal d'humains aussi. Énormément d'humains. C'est pour ça que les compétences techniques, oui, bien entendu, il faut que l'ordinateur marche bien. Il faut que moi aussi, mon chef monteur, ma chef monteuse, si elle a un problème technique, je puisse le résoudre. Il faut que la plupart du temps, je ne sais pas. Enfin, ça peut arriver que ce soit les bugs classiques. Ça peut arriver aussi que, je ne sais pas, qu'est-ce qui cloche. Je vais essayer de le trouver. T'es un peu l'informaticienne de service. Un peu, il y a une partie informaticienne. Et en même temps, comme ce que je te disais, j'ai des copines assistantes monteuses qui sont très bonnes et qui sont des billes en informatique. Pour revenir un peu plus sur toi et dans le passé, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier? Alors moi, ça a été un heureux hasard. J'ai toujours été très cinéphile, mais j'étais en licence de droit et pas du tout droit de l'audiovisuel, droit public. Et j'ai fait un stage au Kazakhstan. Et pendant le stage, j'ai vu comment ça marchait, le milieu diplomatique français. J'ai vécu un moment de cruelle désillusion. J'avais 19 ans et complètement par hasard, dans l'avion retour, j'ai rencontré un acteur. On a beaucoup discuté. Son neveu était monteur. Moi, je savais pas du tout ce que c'était que le montage, alors que j'étais cinéphile, donc j'avais pas une grande lucidité sur les métiers du film. Je viens d'une famille où tout le monde travaille dans le social. Voilà, je suis au fin fond de la Bretagne, donc j'avais pas du tout d'idée ce que c'était que le montage et qu'on pouvait travailler dans le montage. Et quand il m'en a parlé, je suis allée me renseigner. J'ai emprunté des bouquins à la bibliothèque de la fac. Et waouh, je me suis dit que c'était un métier pour moi. Donc j'ai arrêté mes études de droit. J'ai fait une année de fac à Sancier-d'Aubenton à Paris 3. Je suis montée à Paris aussi. Et j'ai commencé à faire du montage. Alors pas du montage cinéma, mais à apprendre un peu des logiciels de montage par moi-même en autodidacte. Et j'ai découvert aussi une association qui a été cruciale pour moi, les Monteurs Associés, qui commençait à exister et qui avait des réunions ouvertes à tous, le premier mercredi du mois à la Fémis. Alors, bien entendu, j'ai tenté la Fémis, mais j'étais pas... voilà, ça n'a pas marché. Par contre, je me suis mis à venir à la Fémis un mercredi par mois, à la réunion des monteurs associés, pour rentrer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des cursus spécifiques pour le montage ou est-ce que c'est un peu un cursus standard cinéma et après tu te spécialises vers un domaine ou un autre? Donc les cursus spécifiques au montage, c'est les BTS. Alors moi, ça c'est des choses aussi dont je te parle, mais je ne suis pas très au fait. J'ai des stagiaires qui sortent d'école, qui sortent de BTS, qui sortent de la Cinéfabrique à Lyon, qui sortent d'écoles privées. Il y a aussi les écoles, mais c'est vrai que moi, c'est pas des parcours que je connais. Moi, j'ai tout appris sur le tas. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignements techniques et d'enseignements aussi sur le sens du montage, sur comment marche le montage, mais ça, c'est plus justement dans les écoles nationales supérieures et dans les formations professionnelles, les ateliers Varan aussi. Voilà. Ok. Du coup, comme tu l'as dit, tu es dans ce milieu depuis des années maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton évolution professionnelle et ce en quoi peut-être ton métier a changé entre tes débuts et maintenant?
Alors moi, ça fait quasiment 20 ans que je travaille comme assistante monteuse. Euh, j'ai eu... Alors, déjà, le montage a énormément évolué depuis 20 ans. Le montage en lui-même, pas tellement la technologie. Donc la technologie aussi a évolué, il y a en constante évolution par rapport aussi au fait de tourner en pellicule, le workflow, donc la façon de, les procédures de travail, il y a des standards nouveaux tout le temps, mais pour moi le montage a énormément évolué dans la façon dont les gens, dont les spectateurs vont comprendre les films. Il peut y avoir maintenant en dehors des formes classiques de montage parallèle, montage... en gros, il y a, il y a un éclatement du récit qui est possible. Et il y a une beaucoup plus grande disponibilité par rapport à comment marche un film, comment marche une histoire. De détacher aussi le récit de l'histoire. Et alors je vois que t'as pas l'air, que tu fronces un peu les sourcils, mais je pense qu'avant dans le montage il y avait une grande linéarité avec des flashbacks, des flash-forward et des montages en parallèle, et que maintenant il y a beaucoup plus de formes. Il y a des explosions du récit, mais il y a d'autres façons de monter. Donc je pense que ça c'est l'évolution principale du métier. Après, pour l'assistant monteur... Mais ça, tu penses que du coup, c'est dû au public qui est plus réceptif ou peut-être aux réals aussi qui sont prêts à, je sais pas, tenter plus de choses ou même aux monteurs qui sont prêts à tester de nouvelles choses aussi? Alors, il y a tout ça, exactement, et il y a aussi tout simplement la société. Comme maintenant, beaucoup de communication passe par la vidéo, ne serait-ce que pour la communication, s'envoyer soi-même des petites vidéos, tout le monde a des smartphones, n'importe quelle petite boîte, petite club, petite association fait des vidéos pour montrer ses activités sur Internet. Donc du coup, il y a un autre rapport au film, à la vidéo, et aussi à la narration. Et du coup, ton évolution professionnelle à toi? Alors, moi, de façon classique, normalement, les assistants monteurs sont souvent intéressés par devenir chef monteur. Mon travail pour moi, c'est d'être monteuse de film. Après, qu'on soit assistant ou chef, c'est effectivement deux points de vue très différents et deux postes très différents. Mais moi, dans l'assistanat montage, je m'accomplis entièrement. J'adore être assistante monteuse et ne pas être chef monteuse. C'est pas les mêmes poids, c'est pas les mêmes responsabilités et c'est pas les mêmes intervenants. Quand on est assistant monteur, moi, la personne qui est mon interlocuteur principal, c'est le chef monteur. Le chef monteur, son interlocuteur principal, c'est le réalisateur et aussi les producteurs. Et c'est vrai que moi, je me sens extrêmement libre dans mon rapport en tant qu'assistante monteuse, dans mon rapport au film. Dans ce que je peux dire de ce qui marche pas, ce que ça va m'évoquer. Ça, je peux en parler en toute tranquillité avec le chef monteur. Généralement avec le réalisateur ou la réalisatrice aussi. Mais c'est pas le même positionnement. Donc moi, après avoir fait pendant des années assistante monteuse, de la façon un peu ancienne école, tu restais assistant monteur pendant 10 ans avant de passer chef. Moi, très vite, j'ai vu que je me réalisais totalement en tant qu'assistante monteuse. Par contre, c'est vrai que quand on te propose de monter, moi je monte beaucoup aussi, je monte des courts-métrages, je monte du documentaire, je monte des clips, je monte beaucoup d'expérimentation. En fait, j'ai une implication dans le film qui fait que j'adore monter, c'est un métier absolument génial au niveau de l'imagination, au niveau de ce qu'on peut exprimer, mais j'ai une implication qui me submerge totalement. Donc pour des projets courts, c'est génial. Et aussi, quand on bosse sur des gros longs métrages, il y a une donnée aussi de budget, de production, d'argent. Et les gros films sur lesquels je bosse, c'est des films, des budgets où on compte par millions. Évidemment que ça joue aussi sur la pression qu'il y a sur les épaules du chef monteur, la chef monteuse. Donc moi, j'ai pas évolué vers chef monteuse. Mais
Après, je te dis ça, cette année, j'ai monté mon premier long métrage. Parce que c'était un producteur qui m'a sollicité, un projet en lequel je croyais complètement et qui m'a très intéressée. Je voulais que ce soit moi qui le monte. Et j'ai eu la chance d'être choisie. Mais justement, l'assistanat montage, on peut tout à fait aussi rester assistant monteur. Moi, j'ai la chance de bosser avec des chefs monteurs et chefs monteuses qui sont que j'admire, qui sont excellents dans leurs compétences professionnelles et dans leurs compétences humaines. Là, je viens de finir un film avec Thomas Béard, qui est un jeune chef-monteur. Mais voilà, ça fait 5 mois que je bosse dessus. Je suis heureuse de le côtoyer tous les jours, de ce qu'on invente, de ce qu'on trouve. Je bosse avec Laurent Rouan, qui est le chef-monteur de Dominique Moll. Mais c'est une joie quand je sais que je vais retravailler avec lui. Et justement, c'était une de mes questions, savoir si en effet on passait par l'assistanat au montage pour ensuite devenir chef-monteur. Du coup, bah non, maintenant, comme tu me dis, c'est un poste à part entière. Peut-être que ça l'était pas avant, peut-être que ça l'est plus maintenant. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut être chef-monteur sans passer par l'assistant montage? Par l'assistanat? Par l'assistanat, ouais. Oui, alors, on peut tout à fait. Justement, maintenant, je ne sais pas si c'est courant, mais en tout cas, oui, on peut tout à fait devenir chef-monteur directement. Ce qui est intéressant quand on est chef-monteur, c'est de savoir travailler en équipe, savoir travailler avec un assistant. C'est de savoir techniquement aussi être autonome et aussi savoir déléguer. Moi, en tant qu'assistante monteuse, c'est vrai que je travaille avec beaucoup de chefs monteurs qui sont très autonomes techniquement, qui vont pas avoir besoin de moi pour faire des sorties, si je suis pas là, s'ils ont un gros rush, une urgence, ils peuvent aussi tout à fait se débrouiller tout seuls techniquement. Par contre, ils savent aussi les moments où ils me donnent plein de tâches techniques, parce qu'eux ont besoin de garder le fil d'une réflexion, le fil d'une sensibilité par rapport au film, par rapport au montage qu'ils sont en train de faire. Et donc du coup, ils ne peuvent pas se charger de l'aspect technique. Il y a quand les élèves qui sortent de la FEMIS, de la section montage de la FEMIS, arrivent sur le marché du travail, ils ont surtout appris à devenir chef-monteur, à savoir négocier un récit, négocier une histoire, une poésie, voilà, mais moins travailler en équipe avec un assistant. Enfin après, je sais pas, ils sortent de la FEMIS, mais c'est plus rare de trouver des assistants monteurs qui sortent de la FEMIS. Ok. Et pour rester un peu dans cette relation avec le chef monteur, justement, à quel moment toi tu intègres l'équipe et est-ce que c'est ce chef monteur ou cette chef monteuse qui va choisir son assistant ou son assistante monteuse Oui, ça se passe? Exactement. Alors, moi j'interviens. Alors, généralement, c'est en tant qu'assistante monteuse, je crois que j'ai toujours été choisie par le chef monteur ou la chef monteuse. C'est le lien principal pour moi. C'est directement le chef monteur qui va me choisir. Moi, je commence à bosser généralement dès le début du tournage. Le tournage commence, un jour ou deux après, je commence. Comme ça, je peux récolter les rushs au fur et à mesure du tournage. Et le chef monteur ou la chef monteuse intervient, commence à travailler deux semaines après le début du tournage, ou beaucoup plus tard, ou à la fin du tournage. En fait, il n'y a pas de configuration type. Il y a des configurations beaucoup plus classiques, mais ou plus habituelles, mais il n'y a pas de configuration type. Chaque projet est très différent. Mais est-ce que ça a toujours été le cas que tu commences à bosser aussitôt dès le début du tournage? Oui. Ah, il n'y a jamais eu des cas où tu arrives beaucoup plus tard? Ah si, il y a déjà eu des cas où j'arrive une fois que le tournage est fini. C'est déjà arrivé, surtout sur les films qui sont tournés à l'étranger ou plus loin de Paris. Mais généralement, les prods préfèrent que au moins l'assistant monteur commence à bosser dès le début du tournage pour vérifier s'il y a soit des problèmes techniques, soit aussi il peut y avoir des problèmes avec un jeu d'acteur, avec un décor.
Donc on est là aussi pour sonner l'alarme s'il y a un problème. Ou pour rassurer l'équipe, la production ou le réalisateur ou la réalisatrice. Et du coup, d'ailleurs, hormis le chef monteur, avec quels autres métiers de la post-production tu travailles, ou même hors post-production? Alors, l'assistant monteur, on est à un poste clé à ce niveau-là. Moi, j'aime bien dire que je fais de l'import-export parce qu'on est une plaque tournante, l'assistant monteur. C'est nous qui recevons et les rushs, les médias et aussi les sensations des gens du tournage, des interlocuteurs de toute la chaîne, en fait. Et après, on va aussi redistribuer. Alors là, souvent, nous, l'assistant monteur, on parle avec des mots très très flous, du genre, on reçoit des éléments, on importe des éléments et on exporte des éléments. Donc c'est des fichiers, des documents. Sur la filière du son, par exemple, moi, dès le tournage, je travaille avec l'ingé son. J'ai l'ingé son très, très régulièrement en téléphone, en message, en mail, à la fois pour comprendre comment l'état technique de ce que je reçois, des éléments que je reçois. Ça peut être à la fois toutes ces prises de son, mais aussi les prises annexes, parce que il va y avoir une équipe qui va aller faire des petits sons en plus, qui va aller tourner des silences plateaux, qui va aller tourner, faire des récoltes comme ça sonores un peu partout. Et donc il va pouvoir m'expliquer, il va m'expliquer quelle est l'intention. Donc au-delà de la technique, ça va être, on a l'intention de faire ceci, de faire cela. Là, il y avait ça dans le décor qu'on ne voit pas du tout à l'image, mais qui va pouvoir jouer au son. Donc il y a ce suivi artistique aussi, suivi technique et artistique. Si on reste sur le son, donc moi je mets tout ça dans l'ordinateur, je vais classer, ranger pour aussi que le chef monteur puisse y avoir accès simplement à toute cette réserve de sons, les sons prévus et les sons en plus. Et il va y avoir aussi, par exemple, s'il y a des sons seul texte, ce qu'on fait tourner aux comédiens, si par exemple il va y avoir des coups de fil. On a un personnage en in à l'écran et un personnage out qui est en train de donner la réplique. Voilà, s'il y a ces sons seul texte qui sont joués, je vais pouvoir aussi dire attention, là j'y crois pas trop, là je sens plus l'acteur que le personnage. Je vais pouvoir aussi déjà avoir cet avis. Et une fois que je mets tout dans l'ordinateur, que tout est bien, tac, le montage a lieu. Si j'ai besoin de nouveau d'un bruit, je peux le demander à l'ingé son, qui va pouvoir ou non me le faire, nous l'enregistrer, l'enregistrer pour le film. Et puis, une fois qu'il y a le montage, je vais aussi avoir ça avec les musiciens. Peut-être qu'il va déjà y avoir les allers-retours entre les musiciens et le montage qui aura commencé avant la fin du montage. Il va y avoir aussi, ça peut être tous les petits, la petite richesse de la matière sonore. Peut-être que le monteur son va déjà commencer à intervenir. Je vais pouvoir lui demander déjà de me fournir quelques sons. Parce que du coup, le monteur son, il travaille en parallèle du montage image ou plutôt après? Après, il peut commencer avant que le montage soit fini, que le montage du film soit fini. Pour avoir déjà un peu une idée globale. C'est surtout après des histoires de planning. Vraiment, c'est des histoires de planning. Le mieux, c'est quand le montage son commence seulement une fois que le montage du film est fini. Mais ça peut commencer avant. Et c'est vrai que même quand le montage son commence seulement à la fin du montage, je peux, moi ou le chef monteur ou la chef monteuse, commencer à faire des listes de courses, des listes de demandes de son au monteur son ou à la monteuse son. Parce que du coup, c'est le monteur son qui va t'envoyer les sons que tu vas mettre déjà en prévisualisation, en gros, en exemple sur le maquette. montage. Ouais, en maquette, voilà. Ils sont peut-être remplacés après. Exactement. Par les vrais sons, quoi. C'est juste pour avoir genre un son de porte, je sais pas, une porte qui claque, juste histoire d'avoir un peu l'intention dans Exactement. le montage. Parce que nous, en montage, on met déjà toutes les intentions sonores. Et effectivement, il vaut mieux que je demande au monteur son de me fournir lui, si j'ai besoin. Là, dans le film sur lequel je viens de travailler, on avait besoin de bruit de soldats.
de bruit de soldats de la Deuxième Guerre mondiale à Paris. Bon, ben voilà, je peux trouver quelque chose, je peux bricoler, mais le monteur son préfère largement m'envoyer déjà, lui, les sons qu'il va utiliser. Après, de toute manière, je lui envoie toutes les maquettes, tout ce qu'on a bidouillé, le chef monteur et moi, pendant le montage, et qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils vont garder au montage son, bon ben voilà, et au mixage. On est beaucoup en interaction les uns les autres. Ouais, il faut bien se rendre compte que toi, quand tu reçois les rushs, etc., c'est vraiment la vidéo avec l'audio, mais c'est uniquement les dialogues en fait. Sinon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucun son dans le film quand tu les reçois, les rushs. Alors, il y a des sons, parce que quand même les comédiens jouent, donc il peut y avoir quand même, par exemple, s'ils sont en train de faire la vaisselle, évidemment qu'on va avoir des prises où ils font semblant de faire la vaisselle, où ils font très peu de bruit, mais on a aussi des bruits où ils vont en faire le claquement de porte, posage de verre sur la table. On les a quand même un petit peu, et justement, des fois, il va y avoir l'ingé son qui va avoir l'occasion, la possibilité de nous faire des belles récoltes de sons, ou pas. François Morel, l'ingé son de Dominique Moll, avec lequel j'aime beaucoup travailler, lui, justement, il essaye un maximum de me faire des récoltes de sons du décor, même, directement. Ouais, bah, tout ce qu'on appelle son d'ambiance, un peu. Ouais, okay. Tous les sons seuls. Tu as parlé également des musiciens, du coup. À quel point ça fait partie de ton lot d'import-export, comme tu dis? Alors, les musiciens, à chaque fois, en début de montage, on a des vœux pieux, comme pour commencer les échanges avec eux dès le début. Pour que dès le début, ils puissent être impliqués dans la création de la musique, que nous, les premières plages musicales qu'on va poser en montage, soient déjà de leur composition. Même si c'est des anciennes compositions qu'ils ont fait, même si c'est des brouillons, à chaque fois, on commence un montage en disant on va faire des allers-retours, donc beaucoup pour moi, en assistante monteuse, des imports de maquettes, des exports du montage, des imports, des nouvelles compositions, des évolutions. Est-ce que déjà quand tu dis musicien, on parle plutôt de compositeur, compositrice? Oui, exactement. Oui, tu fais très bien. Moi, je dis musicien parce que c'est le compositeur, compositrice. Parce que dans les musiques qu'on met en montage, il y a les musiques composées exprès et aussi les musiques qui sont des fois des tubes préexistants. On a le superviseur musical ou la superviseuse musicale qui va aussi coordonner tout ça. Les compositeurs, compositrices, c'est un moment absolument génial parce que eux ont aussi une part artistique très forte et qui va influencer énormément le montage. Et pour la qualité de leur composition, c'est excellent qu'on puisse déjà commencer dès que le montage est en chemin, est en bonne route. Dès les premiers ours, dès nos premières versions, d'avoir des... Terme très technique, ours. Hein. Oui, ours. D'ailleurs, j'ai une anecdote au niveau du terme ours. C'est que on parle d'ours pour les premiers bout à bout, pour les premiers montages qu'on fait, qui sont un peu bruts. Où on n'a pas entièrement tout travaillé, on n'est pas revenu, on n'a des fois pas mis de musique, on n'a pas mis les graphismes, et tout est monté un peu efficace. Mais j'ai appris que le mot ours, ça venait de ours, notre version. Donc c'est notre version, c'est la version privée. Et j'ai un monteur comme ça avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler, Jean-Paul Husson, Paul François, il a plein de prénoms, qui lui donnait des noms à ses versions, l'ours mal léché, l'ourson, le grizzly, et il jouait comme ça la métaphore sur toutes les versions de montage. Et du coup, pour rester dans le domaine de la musique et du son, etc., est-ce que tu peux me parler un peu aussi des postes synchro? Ah, les postes synchro, on les a pas abordés. Alors, les postes synchro, c'est ce qui est enregistré à la fin du montage, normalement, par les acteurs, les actrices, et par tous les figurants. Ça peut être pour changer ce qui a été dit, ça peut être parce qu'il y a un problème technique, il y a un savonnage, il y a du bégaiement qu'on veut enlever. Ça peut être pour changer entièrement ce qui est dit parce que ça ne correspond plus.
ou pour mettre d'autres choses qui n'avaient pas été évoquées. Et souvent, en montage, pendant le montage, nous, on va faire ce qu'on appelle des fausses synchros. Donc on essaye d'utiliser d'autres mots du même acteur sur le même personnage pour essayer de les placer. Donc des fois ça marche pas. Si ça marche pas, on passe au post-synchro. Et il y a aussi une espèce de bidouille qui a vraiment que en montage et qui ne reste pas après. C'est tout ce qu'on va enregistrer nous, le monteur, la monteuse, les copains de salle, des salles de montage d'à côté, le réalisateur, la réalisatrice. C'est qu'on va enregistrer des éléments qui manquent. Alors des fois, on va les mettre dans la bouche des personnages, en sachant que de toute manière, ça ne marche pas. Hein. C'est à peu près, c'est très grossier. Une maquette, encore une fois. Encore une maquette. Mais c'est parce que des fois, ça va être utile pour voir le temps, voir si ça marche. Voilà, moi, je suis une femme, je vais pouvoir faire des voix de femmes. Ça peut être voix de femme, voix d'homme, parce qu'on ne sait pas si l'interlocuteur au téléphone qu'on ne voit pas, si on veut laisser un mystère sur le fait qu'on entende si c'est un homme ou une femme, si on veut qu'on entende une voix jeune, plus âgée, plus petite. Il va y avoir tout ce maquettage. Alors moi je suis très spécialiste en assistante monteuse pour faire tous les voix qu'on entend justement dans les téléphones, dans les télés. S'il y a une émission qui passe en arrière-plan, mais qu'on veut montrer au montage qu'elle est présente. Voilà, alors je vous fais des bulletins météo. Les premières fois, j'étais extrêmement timide, je rigolais dans le micro, je me sentais pas bien. Chaque fois qu'en montage, j'entendais ma voix, j'étais pas contente. Ça me sortait du film. Et puis j'ai appris à m'en fichtre, à même à être amusée de ça. Ça peut être aussi des fois très utile que nous, en montage, on fasse ça, parce que y a comme ça une séquence de film. C'était le début du film. On voyait des personnages qui interagissaient et tous les figurants étaient muets. Mais on les voyait très forts qui parlaient, qui interagissaient, et c'était gênant. À chaque fois qu'on montrait le film, on avait des retours sur le fait que c'est bizarre, on avait monté un brouhaha pour la foule, mais il y avait 2-3 personnages précis qu'on voyait, qu'on n'entendait pas. Donc du coup, nous, on les a tournés, et c'est comme ça que dans Les Trois Frères 2, le retour, une des premières répliques du film, elle a été gardée derrière, ils l'ont pas refaite dans les post-synchro, c'est moi qui dis une histoire de hareng pomme à l'huile, parce qu'on voyait la petite serveuse qui passait et qui donnait le plat. Donc ils ont gardé ta voix enregistrée en plus un peu à l'arrache, je suppose. Exactement, à l'arrache en salle de montage. Magnifique. Mais ça arrive très très souvent que la voix du monteur, de la monteuse, que ce soit chef ou assistant, se retrouve dans un long métrage. Voilà, sur des toutes petites voix cachées à droite à gauche et qui nous font beaucoup rire. Et du coup, à part les métiers du son, tu as beaucoup parlé de ton rapport avec les métiers du son, il y a d'autres métiers avec lesquels t'es proche justement? Oui. Il y a beaucoup d'autres métiers. Il y a tout ce qui est son, là on vient de le faire. Il y a aussi tout ce qui est... Alors, quand on pense aux images d'un film, on pense rarement à tout ce qui est graphisme, mais il y a le graphisme et les effets spéciaux. Le graphisme, ça va être à la fois tout ce qui est titrage, et s'il y a des éléments graphiques pendant le film, ça c'est des gens qui sont spécifiques. Tout comme le son, nous en montage, on fait des maquettes. Et c'est vrai que la spécificité des assistants monteurs en cinéma, c'est que nous, on fait énormément de maquettes, mais derrière, il y a d'autres interlocuteurs qui sont spécialistes, qui vont faire des propositions et une création de haute qualité. Donc nous, on va leur donner des intentions. Enfin, je dis nous, c'est l'équipe montage. Par exemple, là, le film sur Seules les bêtes, un autre film de Dominique Moll monté par Laurent Rouan, il y avait plusieurs chapitres différents qui correspondaient à un point de vue de personnage. Et ben, le nom du personnage va à un moment intervenir sur un carton. Voilà, ce carton, nous on a maquetté à peu près à quoi ça ressemble, le type de police, la couleur, est-ce qu'on met un fond d'image de film ou est-ce qu'on met un fond noir ou un fond coloré, et est-ce que ça apparaît en fondu, est-ce que ça apparaît une lettre après l'autre, est-ce que ça apparaît comme si c'était une machine à écrire. Voilà, tout ça c'est des intentions qu'on élabore avec le réalisateur, la réalisatrice, et derrière,
hop, il y a un graphiste qui va le faire nickel. Et qui va peut-être être force de proposition aussi. Ok, et justement, tu parles beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. En effet, à quel point ils sont présents pendant cette phase de montage? Alors là encore, il n'y a pas de configuration type. Ça dépend. Il y a des réalisateurs, ça va vraiment de réalisateurs ou de réalisatrices qui sont là tout le temps H24 hein, à des gens qui ne viennent que très peu, qui viennent valider de temps en temps, qui viennent s'exprimer sur des intentions. Il peut y avoir des réalisateurs très taiseux, des qui au contraire viennent et nous parlent de tout sauf du film. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de configuration type. Ça arrive assez régulièrement que des réalisateurs passent une partie de la journée avec nous, ou viennent régulièrement, mais pas tout le temps. Comme ça, en gros, comme il y a aussi une phase de manipulation des rushs, il y a une phase de manipulation technique pour faire des propositions qui soient honnêtes. C'est-à-dire que si par exemple on dit tiens, et si on enlevait entièrement ce personnage, comment ça marcherait? Ou si on enlève entièrement la référence à la petite sœur, comment est-ce que ça marcherait? Donc là, il y a un petit temps de délai avant que la proposition de montage où on a entièrement effacé toutes les occurrences où on parle de la petite sœur soit prêt. Donc pour regarder de nouveau la séquence ou le film en entier en enlevant toutes les occurrences, ben voilà, et en retravaillant, en remontant selon une nouvelle idée, voilà, le réalisateur peut être à côté en train de lire le journal ou d'organiser autre chose, ou peut revenir le lendemain, quoi. Et du coup, par contre, le réalisateur ou la réalisatrice, ils viennent qu'après le montage. Non, pardon, non, après le tournage, pardon. Après. Oui. Ouais. Oui, oui. Alors, Vous après... avez commencé à travailler dessus pendant le tournage, mais lui, il vient vraiment qu'après pour valider et continuer la phase de montage. Alors, justement, là encore une fois, ça c'est la configuration la plus classique. Mais ça arrive que des réalisateurs, réalisatrices n'arrivent pas du tout à être tranquilles sur le tournage en sachant qu'il y a déjà du montage. Donc déjà, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui demandent à ce que le montage ne commence qu'une fois que le tournage est fini pour qu'il soit libre. Donc dans ce cas-là, l'assistant monteur peut quand même commencer parce qu'il y a une part technique et puis qu'il y a cette part de vérification. Mais ça arrive aussi que des réalisateurs viennent au montage pendant le tournage, en se faisant des journées complètement dingues, mais c'est aussi pour se rassurer, ou parce qu'il y a des choses ils ont une curiosité insatiable sur comment rend tel acteur, telle actrice, telle scène. Il y a vraiment de tout. La configuration plus habituelle, c'est qu'effectivement, on essaye de montrer une V0, une version 0 du montage, où on a mis tous les rushs dans l'ordre du scénario, sans rien retirer, même les choses qui marchent moins bien, même les choses qui sont plus compliquées, de faire une version 0 qui soit prête à peu près 2 semaines après la fin du tournage. Et tu as parlé pas mal de fois d'intention, typiquement, Ouais. assez largement. Et du coup, ces intentions-là, soit c'est réalisateur, réalisatrice qui vous les donne, soit sinon c'est vous qui avez un peu carte blanche, qui mettez des petites annotations, des petites choses comme ça. Ou est-ce que c'est aussi des documents que tu reçois pendant le tournage qui dit, bah voilà, dans cette séquence-là, il y a telle intention qu'on veut mettre ou... Alors, il y a de tout ça. Il y a effectivement une interlocutrice dont j'ai pas encore parlé. J'en parle au féminin parce que c'est beaucoup plus des femmes. La script. Exactement. La script qui est ma grande alliée, qui est ma grande camarade du tournage au montage. Parce que la script, tous les jours, prend des notes qu'elle me transmet. Elle appelle ça le rapport montage. Moi, j'appelle ça le rapport script. Et elle m'envoie tous les jours comme ça les intentions de jeu, comment ça réagit au tournage et à quoi ça va ressembler s'il y a déjà des demandes pour le montage. Ça peut être tout simplement attention, on veut absolument commencer par le gros plan sur ses mains. La séquence commence par le gros plan sur ses mains. Ça peut être comme ça éviter absolument de mettre le petit sourire sur l'actrice au moment où elle dit telle réplique. Voilà, donc ces intentions, la script va pouvoir nous les transmettre sur le tournage. Et toi, après, toutes ces intentions-là, c'est quelque chose que tu notes pour le chef monteur ou la chef monteuse? Enfin, genre, parce que quand tu traites tous ces éléments, à la fois les vidéos et les documents,
t'en fais quoi de tout ça? Genre en vrai, comme tu as dit, le but c'est qu'après le chef monteur ou la chef monteuse se focalise plus sur le côté artistique. Donc toi, pour débroussailler tout ça, tu fais comment un peu concrètement, tu vois? Là, on est dans le cœur de mon métier. Parce que justement, ça va être la façon dont je vais donner accès à toutes ces informations de plus simple possible, la façon la plus simple possible pour le chef monteur, et aussi de façon aussi pour le réalisateur qui voudra y avoir accès à ces notes de tournage. Quand je mets les images, les sons, quand je mets les rushs dans l'ordinateur, dans le logiciel, je peux, sur chaque petite ligne qui correspond à une image, à un clip, à une vidéo, je peux écrire des choses. Donc il y a à la fois dans le nom, mais il y a aussi des lignes de commentaires. C'est là où on entre dans le côté informatique des métadonnées. Donc dans les colonnes, je peux écrire des choses. Donc je peux écrire, effectivement, je me fais toujours une colonne qui correspond au rapport script, dans lequel je note avec aussi des abréviations, avec une façon de reporter moi-même ce qu'a mis. Je dis moi-même, mais c'est pas moi Noémie, c'est moi assistante monteuse, parce que tous les assistants monteurs font ça. Déjà, il y a une sorte de nomenclature. Il existe une nomenclature entre la script et l'assistante monteuse. C'est les prises les meilleures. Alors là, on parle de fiction. Mais les prises les meilleures, elles sont cerclées. C'est-à-dire que quand il y a 4 prises sur la séquence 42 sur 1 deuxième, 3e, 4e prise, la meilleure, c'est de loin la première prise. Donc dans ce cas-là, quand elle nous note le nom, 42 sur 1 première, hop, elle entoure le petit 1. Et la première est bien et la 4e est pas mal. Donc du coup, moi, ça, dans l'ordinateur, je vais marquer 42/1-première et une petite étoile, une petite astérix. Pour dire que c'est celle qui est cerclée, ça. Exactement. Ok. Et il peut y avoir après toutes sortes de nomenclatures différentes. On peut mettre 2 étoiles pour dire que c'est la meilleure. On peut mettre sur la 4e une petite étoile aussi. Après, on a aussi des codes qui sont assez simples à comprendre, genre TB, B, moyen, OK ou moins. D'accord. Et on va développer comme ça toutes sortes de nomenclatures. Et c'est vrai que moi, avec l'expérience, j'ai réussi à développer des choses qui sont assez simples à comprendre. Mes monteurs, généralement, aiment bien. On peut aussi s'adapter. Qu'est-ce qui marche pas. Dans les logiciels de montage, il y a des effets de couleurs aussi. On peut choisir. On peut coloriser les meilleures prises. Les prises cerclées, donc avec les petits astérix, on peut les mettre dans une couleur différente. On peut faire tout un gramme, en fait, on peut inventer des nomenclatures qui soient les plus simples possibles. Ça dépend énormément de qu'est-ce qui va simplifier la vie de notre chef monteur. Il y a comme ça un monteur avec lequel je travaille qui est daltonien, donc lui, les couleurs, ça lui complique la vie plus qu'autre chose. Et du coup, typiquement, là, tu disais que les étoiles, etc., pour cercler et surtout mettre en évidence les prises les meilleures. Quand on a, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, des fois, tu as beaucoup de prises pour une seule scène. Du coup, tu les mets quand même toutes ensemble pour que, du coup, je sais pas, tu les tries par de la mieux à la moins bien, mais pour quand même que le chef monteur ou la chef monteuse puisse avoir une visu sur toutes les scènes. Oui. Alors, un de mes travaux, justement, dans le cœur de métier d'assistante, c'est la façon d'organiser les rushs. Les tournages en fiction ont lieu jour après jour, rarement dans l'ordre du scénario. Et donc, si il y a un jour où vont être tournés, ou une semaine, on va dire, où vont être tournés tout ce qui a lieu dans le même décor, si on parle par exemple, la nuit du 12, tous les décors du commissariat étaient tournés à la fin. Donc, on avait tous les extérieurs, tous les lieux avant et tous les moments de commissariat qui sont arrivés sur la dernière semaine. Enfin, je dis la dernière semaine, je ne me rappelle plus exactement du plan de travail. Mais donc voilà, on attendait d'avoir les commissariats et des scènes qui étaient distillées au fur et à mesure du film. Donc ça, c'est très classique. Tout ce matériel, tous ces éléments, je les mets en bout à bout, hop, les uns après les autres, pour qu'ils puissent les regarder. Comme ça, il a accès à l'intégralité des rushs. Les cerclés, les non cerclés,
Et dans nos dossiers et sous-dossiers, je peux marquer à la fois ce que la script a noté et moi aussi marquer d'autres choses. Si par exemple il y a eu un accident de tournage, au moment où le personnage est entré, il a claqué la porte et il y a quelque chose il y a un papier qui a glissé, ou il a eu un petit sourire intéressant, ou la réplique, il y a eu du savonnage, l'acteur a un petit peu commencé à bégayer, il y a eu un regard caméra, donc il ne faut pas le monter, ou si on le monte, il faudra le truquer. Ça peut être un petit point pour dire il y a eu une reprise. Les petits points peuvent être de couleurs différentes, ce qui fait que nos timelines peuvent être très très colorés comme des petits sapins de Noël. Et justement, en parlant de couleurs, et pour parler hors numérique et ordinateur, tout à l'heure quand on s'est promené dans les studios, tu m'as montré un espèce de grand... je sais pas comment dire, un grand tableau. Un grand tableau, voilà, avec plein de petites photos qui montraient le montage, mais de manière physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ah oui, ça c'est le séquencier. Alors le séquencier, c'est prendre séquence après séquence, enfin séquence importante après séquence importante, un photogramme du film, donc une image qui soit très représentative, exactement, représentative de la séquence, de qu'est-ce qui se joue, et marquer. Alors c'est selon aussi le film, qu'est-ce qui va être intéressant comme information. Est-ce que ça va être marqué que c'est une séquence de jour, une séquence de nuit, une séquence marquée quels sont les protagonistes qui sont là, quel est l'enjeu. Ça peut être arrivée du flic dans la pièce, ou engueulade, ou moment d'émotion. Et ça va être de faire une espèce de résumé visuel du film avec ces petites vignettes. Et elles sont découpées comme des cartes à jouer en fait. Et la première fois que je le mets en place, ça c'est vraiment une tâche de l'assistant monteur. Donc la première fois que je le mets en place, j'essaye que ça colle à peu près avec le début avec les premières versions du montage. Et c'est souvent dans l'ordre du scénario. C'est vraiment les séquences se suivent, séquence 1, 2, 3, 4. On peut faire aussi une petite vignette pour le titre, une petite vignette s'il y a des chapitrages, s'il y a des éléments graphiques. Et au fur et à mesure du montage, les vignettes, on va les changer de place selon ce qui est conservé en montage. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de ça, en plus de ce que tu fais sur ton logiciel justement? Ben, c'est un autre rapport à se rendre compte de l'ordre du film, de l'ordre de la narration, en faisant comme un film dure généralement quand même à peu près 1h30, entre 1h30 et 2h, il y a énormément de séquences, il y a à peu près entre 100 et 150 séquences différentes. Qui sont gardées, tu veux dire? Ouais. Okay. Dans les films, on considère qu'il y a entre 100 et 150 séquences. Et ça peut être justement un outil de mémoire et un outil de travail pour se rappeler dans quelle séquence, qu'est-ce qui se passe à quel moment du film. C'est pour vraiment avoir une vue macro directe, parce qu'en effet, sinon, dans ton logiciel, il faut quand même se mater les 1h30 pour voir bien, ou c'est un peu plus galère d'avoir une vue directe de tout le montage, quoi. Exactement. Et c'est aussi un outil qui est destiné au monteur, à la monteuse, enfin au monteur, aux monteuses, c'est-à-dire chef et assistant, et au réalisateur. Et ça peut être aussi très utile comme document de travail pour discuter, de se mettre devant et de se dire, et de se rendre compte aussi que par exemple il y a 2 séquences de nuit qui vont être très rapprochées. Ou des fois ça peut être dans les films chorales avec beaucoup de personnages importants et qu'on suit, ça peut être de se rendre compte qu'il y a tout un long moment où un personnage n'est plus présent. On va mettre des couleurs, on peut mettre des couleurs sur ces vignettes, du séquencier. Et les couleurs, ça va dépendre. Ça peut être donc jour-nuit, ça peut être tous les moments où on va parler de ceci ou de cela. Il y a un film que j'ai monté qui avait 3 arcs narratifs différents. Chacun avait sa couleur. Comme ça, on était sûr de pouvoir voir en un instant les occurrences des 3 arcs narratifs. Ok. Très clair.
Pour revenir un peu plus sur ta carrière précisément, tu as travaillé sur divers projets comme le film La Nuit du 12, tu en as parlé, de Dominique Moll, le documentaire Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, ou encore la série Section Zéro. Tu passes donc d'un film policier à un documentaire sur l'océan à une série plus orientée action avec des effets spéciaux. Comment est-ce que tu appréhendes des projets si différents? De façon très 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 étrange, c'est le même travail que je fais. Ça m'a moi-même assez surpris. J'aime beaucoup bosser en documentaire. J'ai eu la chance. Par contre, il y a une toute petite précision à apporter parce que le documentaire Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, on n'avait pas le droit d'appeler ça un documentaire quand on bossait sur son montage parce qu'il y avait des éléments fictionnels dedans. Donc c'était très étrange parce que chaque fois qu'on disait documentaire, on se reprenait les uns les autres. Et du coup, aujourd'hui, il est classé comme documentaire, non? Parce qu'en Pas tout cas, seulement. sur IMDb, il est mis documentaire. Ouais, justement, c'est pour moi une des raisons qui était compliquée avec ce film, c'est que son positionnement était pas, était un peu confus. Ok. Ouais. Mais il y avait un autre documentaire sur lequel j'ai bossé comme ça juste avant, qui s'appelle Les Animaux Amoureux, de Laurent Charbonnier, qui était monté notamment avec deux chefs monteuses, notamment Axel Malavieille. Et magnifique documentaire. C'est bizarrement pour l'assistante monteuse. Alors, le travail est très spécifique en documentaire, un peu plus compliqué parce que le scénario d'un film de fiction est plus simple, plus organisé. Les séquences, on sait comment elles s'appellent, on sait qu'est-ce qui va être tourné. En documentaire, il y a beaucoup plus d'adaptation au réel. Et c'est le même boulot pour l'assistant monteur. C'est un énorme boulot donc de technique et de ranger, d'organiser. D'organiser selon la pensée de son monteur, de sa monteuse. Selon qu'est-ce qui va leur faciliter la vie. Et ça, en même temps, que les rushs soient du documentaire, que les rushs soient une grosse comédie, un film très sensible ou un film policier de science-fiction, d'anticipation comme Section Zéro, eh ben, c'est la même adaptation qui nous est demandée en assistant monteur, avec des spécificités sur chaque sujet et un goût une implication plus ou moins forte selon les goûts personnels en fait. Ok, mais foncièrement, ça change pas grand-chose sur le travail en fait. Non. Et typiquement, pour parler un peu plus de Section Zéro, même si il y en a dans quasiment tous les longs métrages aujourd'hui, les effets visuels, est-ce que tu trouves que déjà il y en a de plus en plus dans les films que tu montes aujourd'hui? Et est-ce que ça impacte ton travail? Alors, sur Section Zéro, ça a impacté mon travail parce que ça a justifié mon travail, vu que moi, sur cette série, j'étais en assistant monteuse renfort. Parce que justement, il y avait un assistant monteur, il y avait deux chefs monteurs, un assistant monteur, et je suis venue en renfort travailler pour justement gérer les effets spéciaux. Alors, il y en a beaucoup d'effets spéciaux, il y en a toujours eu. Là, je viens de... en gros, sur quasiment tous les films sur lesquels j'ai bossé, même les films les plus naturalistes, il y a des effets spéciaux. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont très simples. Oui, parce que l'effet spéciaux, ça englobe vraiment plein de choses, quoi. Mettre une image sur une télé, effacer une perche. Exactement, plein de petits effacements. Effacement de câbles, câbles de sécurité, soit pour les acteurs, soit pour l'équipe de tournage. Parce qu'on va pas les laisser se promener sur les toits comme ça. Donc il y a des petits câbles de sécurité et s'ils passent sur l'écran, on les efface. Il y a aussi pour le travelling. Si c'est un travelling très long, automatiquement les rails peuvent passer à l'écran. Il faut les effacer. Il y a toutes les ombres. Après, il me semble que sur les animaux amoureux, on avait comme ça effacé un sac plastique qui était sous le pied d'un éléphant. Parce que dans les animaux amoureux, le point de vue était d'enlever un maximum les éléments humains, même si c'était pas gênant au niveau anachronisme. Il pouvait y avoir une antenne ou un câble électrique, mais on essayait un maximum d'enlever les présences humaines. Donc le sac plastique sous la patte de l'éléphant, hop, direction les effets spéciaux. Mais du coup, ça se passe comment? Enfin, du coup, je suppose que tu es en relation directe avec l'équipe des effets visuels. Oui. Mais toi, quand tu montes, tu as une version avant-après. Comment ça se passe? Alors, ça dépend énormément.
à chaque fois. Pendant le montage, il y a des plans dont on est quasiment sûr dès le début que oui, ils vont être au montage, ils vont être nécessaires, et oui, ils vont être truqués. Ça peut être, voilà, par exemple, les effacements de câbles, ça c'est dès le début, on sait que c'est parti pour les effets spéciaux. Et en montage, on essaye de ne pas monter seulement selon les choses qu'il y a ou non à effacer. Donc de se libérer de ça. On essaye évidemment qu'il y ait le moins d'effets spéciaux possible parce que ça coûte très cher, mais il y a un budget pour, et les plans, on va les envoyer très vite aux effets spéciaux. Donc comme en montage cinéma, moi je travaille sur des qualités qui sont comprimées des images. Donc c'est le labo qui reçoit les originaux du tournage et qui me donne une version compressée. Donc ce qu'on va faire, c'est que on envoie nos versions comprimées aux effets spéciaux qui vont faire un maquettage, qui vont faire un devis. Et selon la triangulation avec la production de ce qui est possible ou non au niveau budget, de ce qui est, avec la réalisation de ce qui est ou non nécessaire au film, on va déclencher la fabrication des effets spéciaux. Et on demande au laboratoire, donc moi je donne au laboratoire les clés des images qu'il faut envoyer aux effets spéciaux. Le laboratoire donne les images de haute qualité, les images originales aux effets spéciaux, qui vont les truquer, qui vont renvoyer leur trucage au laboratoire, et soit me donner une version comprimée, soit directement le studio d'effets spéciaux m'envoie une version comprimée, et on la pose sur le montage. Là, c'est ce qu'on appelle la réintégration d'effets spéciaux. Ça, c'est aussi dans mon cœur de métier. Et là, on va regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, il peut y avoir des problèmes techniques. Le plan est trop long. Entre le moment où on a envoyé le plan et le moment où le trucage a eu lieu, le plan a peut-être été à rallonger. Bon, voilà, il y a les trucs techniques, mais il y a aussi, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin dans le trucage? Est-ce qu'on ne va pas en profiter, vu que le plan est truqué et qu'on a enlevé un petit câble, d'en même temps faire que le ciel soit plus raccord ou soit différent, tout simplement. Donc ça, c'est les allers-retours. Et c'est là où c'est vraiment mon travail, c'est de l'import-export, parce que j'exporte des éléments, je les réimporte, je les réexporte. C'est les allers-retours avec les différents interlocuteurs. Et est-ce que tu trouves du coup qu'aujourd'hui, il y a plus de trucage qu'avant? Ou pas Non. forcément? Non. Ça n'a pas changé vraiment? Non. Ok, moi, je pensais que du coup, en effet, que tous les fonds verts, etc., aujourd'hui, que par défaut, on était beaucoup plus sur mettre des effets visuels peut-être un peu partout et que ça coûtait peut-être moins cher aussi. Comme ça coûte très cher, et ça continue à coûter très cher, parce que eux aussi, leur technologie augmente énormément, s'améliore et devient plus chère. Donc du coup, pour moi, il y en a toujours. Il y en a toujours eu. Ça dépend énormément du budget du film. Comme effectivement, moi je bosse sur à la fois des gros films de cinéma français avec des gros budgets, et aussi je bosse sur des films d'auteur plutôt fauchés. Donc je sais très bien que sur les films à petit budget, il y aura très peu d'effets spéciaux. Vraiment ceux qui sont vraiment nécessaires. Des fois d'ailleurs, ça peut même endommager le montage, dans le sens où certains plans, on ne pourra pas les monter parce qu'on ne peut pas faire d'effets spéciaux dessus. Mais ça dépend énormément du budget. Ça m'est arrivé de travailler sur un film où un des acteurs avait eu une petite opération à l'œil, et son œil, de temps en temps, envoyait, en gros il avait un implant métallique dans l'œil, et il envoyait une espèce de petit éclat. Donc l'acteur avait prévenu la prod qu'il fallait prévoir un budget spécial pour enlever ce petit éclat dans l'œil qu'il avait de temps en temps, de façon très rare. Et il y a eu, je crois, sur un film, je crois qu'il durait 1h40 le film, je crois qu'il y a eu 4 plans qui sont passés aux effets spéciaux pour enlever cet éclat dans l'œil. Parce que c'était un film complètement classique, réaliste, et ça faisait un effet Robocop, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi? Alors, il y a plusieurs journées types selon la phase dans laquelle je suis. Si on est dans la phase de tournage et que moi je suis chargée d'importer les rushs, dans ce cas-là,
Alors, on parle beaucoup d'être à tournage plus 2, tournage plus 1, tournage plus 3. C'est à savoir le délai que j'ai par rapport au tournage. Souvent, je suis à tournage plus 2. Donc, je reçois les rushs, qui sont passés par le labo en qualité compressée. Alors, avec un peu de chance, une journée qui marcherait bien, c'est une journée qui commence et je reçois les rushs. Bon, souvent, je les reçois dans l'après-midi. Mais pour dire, la journée type, c'est je reçois les rushs. Donc, souvent, ça se passe par Internet maintenant, par serveur. Et c'est des gros débits qu'on s'échange. Donc, c'est ou ça ou une navette, c'est-à-dire un disque dur physique dans lequel j'ai les rushs. Est-ce que ça peut peser combien? Enfin, juste qu'on ait un ordre d'idée pour les rushs. On va dire, en gros, par heure de tournage, ça pèse entre 40 gigas et 100 gigas par heure de tournage. Par heure? Ouais. Okay. Ça dépend de la qualité qui est demandée et du nombre de... Mais ça, tu parles une fois compressé? Ouais. Ok. Ouais. Donc, je reçois... donc, si c'est un tournage où ils tournent 1 heure par jour, ça va être une journée beaucoup plus simple que s'ils ont tourné 3 heures. Et ça va dépendre de la prod. Et moi aussi, j'ai pas les mêmes obligations. Donc, on va dire, si c'est un film où il y a 2 heures de tournage, je commence ma journée en téléchargeant les images, les sons et les rapports script. Les rapports images et les rapports sons aussi. Parce que chaque équipe voilà, va me donner... Alors, c'est généralement très technique. Dans le cas d'un rapport script, il y a aussi les intentions. Et je télécharge tout ça. Je l'importe dans l'ordinateur, dans le logiciel de montage. Et je commence à traiter les rushs. Voilà. Traiter les rushs, ça va être leur donner le nom correct. Ça va être leur mettre les indications techniques et les indications d'intention. Ça peut être éventuellement les mettre en couleur, etc. Synchroniser l'image et le son. Puis tout simplement ranger ça dans le logiciel, organiser par séquence, organiser les sons seuls. Tous les sons qui sont tournés en plus, je les range à la fois dans leur séquence et aussi dans les ambiances, parce qu'une ambiance qui va être tournée dans la fameuse séquence 42 va être peut-être utilisable dans la séquence 52. Donc voilà, c'est faire tout ce gros rangement. Parfois, c'est moi qui dois aussi faire ce qu'on appelle les dailies. Les dailies, ça vient c'est renvoyer à plusieurs intervenants les tournages jour par jour. Les images et les sons tournés jour par jour. Ça vient du mot day, donc c'est le tournage du jour, quoi. Mais quand tu dis ça, c'est renvoyer absolument tout ou juste, par exemple, les prises cerclées? Eh bien voilà, ça dépend. C'est tout ou les prises cerclées. La plupart du temps, ce n'est que les prises cerclées, hein, parce que l'idée de faire ça, c'est pour que la prod se rende compte de ce qui a été tourné, le réalisateur puisse voir comment sa mise en scène a marché, les acteurs. Ça peut être aussi la coiffeuse, le coiffeur qui va vérifier comment a marché telle coiffure, comment ça peut être tous les chefs de poste qui vont avoir besoin d'un retour sur ce qui a été tourné. Donc les dailies, une fois que moi tout est bien nickel dans l'ordinateur, je fais un export, une sortie, et que j'envoie à une liste réduite de gens qui ont le droit de voir ces images, des images qui sont très confidentielles. Il faut bien entendu aussi leur mettre ce qu'on appelle un watermark. C'est juste une petite marque à l'écran pour dire que c'est du matériel confidentiel. Et voilà, ça c'est une journée type pendant le tournage. Après, il y a les journées pendant le montage. Là, c'est pas vraiment type. On va dire que ça dépend énormément de ce dont... de comment on travaille avec le chef monteur, la chef monteuse et avec le réalisateur. Est-ce que je vais avoir des tâches spécifiques, comme par exemple préparer une projection
une projection de travail, parce que des fois on regarde le film en grand écran pendant le montage. Donc on a quelques cinémas professionnels ou des cinémas classiques qui sont ouverts le matin pour nous. Et on emmène notre montage sur grand écran. Un peu stylé ça. C'est génial. Les premières fois où j'ai suis allée dans ces salles de montage, c'est des salles de montage, des salles de cinéma, mais de super confort, mais où la qualité est généralement excellente. Donc, par exemple, s'il y a une projection à faire, moi je vais aussi, quelques jours avant, tester comment ça marche. Parce que les salles, nous, ce qu'on a comme matériel, le son n'est pas mixé. Les images ne sont pas étalonnées, donc c'est un petit peu brut de pomme. Alors bien entendu que nous on travaille déjà à faire un pré-mixage, mais c'est pas un pré-mixage, c'est qu'on met on met les niveaux sonores selon s'il y a de la musique, on va mixer un peu par rapport aux voix, par rapport au son seul. On va déjà commencer à faire ça, mais c'est quand même très... Il n'y a pas encore eu le travail des monteurs de paroles. La finalisation quoi. Complètement. Il n'y a pas eu tout ce travail sonore, ni le mixage. Donc, c'est un peu rough, ce qui fait qu'il faut qu'on aille vérifier s'il n'y a pas des séquences qui vont être beaucoup trop... Le son est beaucoup trop fort, ou si l'image est très... Il n'y a pas d'étalonnage non plus. L'étalonnage, il y a une partie artistique qui est assez classique, mais il y a aussi une partie technique de normaliser un petit peu pour que ça aille ensemble, pour aussi faire une image qui est la nuit, qui est à l'aube, au crépuscule, des moments qui sont plus fragiles. Parce que la lumière va beaucoup bouger. Bon, ben voilà, une scène de crépuscule, ça peut énormément changer du début à la fin. Donc, est-ce qu'on va déjà un peu faire d'étalonnage sur une sorte de maquette d'étalonnage sur notre timeline, dans notre logiciel. Donc tout ça, préparer pour la projection. Et puis moi, faire un export, prendre mon petit disque dur sous le bras, aller dans la salle de cinéma, écouter le film, début, fin, les séquences où le son est le plus faible ou les séquences où le son est le plus fort, voir si on peut mettre un seul niveau d'écoute ou si je dois changer le niveau pendant la projection, parce que ça, nous, on peut le faire. Donc voilà, ça va être ça, par exemple. C'est une journée type, pas du tout type. Et si du coup il y a une question qui m'intrigue, comme tu bosses très longtemps sur les films, tu m'as dit en off au début jusqu'à 5 mois à peu près de montage, au bout d'un moment on doit en avoir marre de regarder les mêmes scènes et le même film en boucle, tu vois. Tu vas aller voir après les films au cinéma ou pas? Moi j'adore, ouais. Enfin, ça dépend. Ça dépend des films, ça dépend de comment s'est passé le montage. Mais déjà, le film, il évolue tout le temps. Et là, on est dans la nuance, on est dans des toutes petites subtilités. Et je pense que ça, c'est une qualité pour l'assistant monteur, c'est d'arriver à avoir un regard frais. D'avoir... Ouais, ça peut être évident. Et mes 5 mois, tu sais, c'est pas du tout le maximum que j'ai fait. Le maximum, c'est plus d'1 an sur Océan. Sur Les Animaux Amoureux, j'ai bossé exactement 1 an en montage. Et avoir un regard frais après 1 an, ça va pas être évident. Quand on est complètement dedans, je pense que si, c'est possible. Moi, en tout cas, j'y arrive. Et d'ailleurs, ça fait partie de quelque chose de merveilleux, parce que je vois le film tel qu'il est. Je vois aussi ce qu'on a enlevé, ce qu'on a changé, ce qu'on a rajouté, et je suis capable de dire, par rapport à la 3e projection qu'on a fait, je trouve qu'on a perdu quelque chose. Voilà, quand je te disais qu'il y avait beaucoup de sensibilité, c'est pas du tout une question d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est pouvoir dire, j'ai beaucoup aimé quand il y a eu ça. Là, il y a quelque chose qui m'a touchée. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet? Alors, comme j'ai fait des projets assez longs et assez compliqués, j'en ai eu beaucoup. Après, moi, j'ai aussi comme particularité de parler plusieurs langues et d'avoir bossé sur des films en allemand, en espagnol principalement. Donc, j'ai beaucoup bossé sur des films aussi latino-américains qui sont montés en France. Et j'ai comme ça un film sur lequel j'ai bossé qui s'est appelé Opération E de Miguel Courtois, qui était monté par Jean-Paul Husson, Paul François Husson. Et lui, c'était un film qui était tourné en Colombie, donc en colombien. Et il y avait plusieurs challenges, déjà parce que c'était adapté d'une histoire réelle, mais que les droits
c'était une vraie histoire donc autour des FARC et autour d'une Française qui a été prisonnière des FARC, otage des FARC, et qui a donné naissance à un enfant. Donc c'était là-dessus, mais il n'y avait aucun accord de sa famille. Donc déjà, il y avait le problème de la réalité et de l'éthique. En montage, on a beaucoup de problèmes d'éthique en général, ou certains n'en ont pas du tout. Donc là, il y avait le problème de la langue, le problème de l'éthique. Il y avait eu beaucoup d'ego dans les gens qui étaient intervenus au moment de créer ce film. Des problèmes avec la production, avec le producteur qui était aussi co-scénariste, avec le réalisateur. Il y avait énormément de complexité. Et en même temps, le film était incroyablement beau parce que, au dehors de l'histoire seulement qui était racontée, ça mettait le problème des paysans qui étaient à la fois sous le joug de la drogue, le joug des militaires, le joug des FARC. Ça montrait ça d'une façon qui était extrêmement belle, pas du tout classique. Et à la toute fin, le film finit sur un moment ultra poignant du type qui a bien agi mais qui est quand même en prison, avec le petit qui est quand même sauvé, mais tout ça dans une misère assez noire. Et c'est un travelling arrière sur le gars en prison et on s'éloigne. Et on a trouvé du punk rock colombien qui était un tout petit groupe non produit que j'avais réussi à trouver, à proposer au chef monteur. Et on le met dessus. Ça s'appelait Desplazados, donc les déplacés. Un morceau de punk rock, mais avec une énergie incroyable. Et alors que ce film qui était assez beau, mais finissait de façon très triste, mais ce punk rock qui a été approuvé par le réalisateur, enfin en fait quand on le voyait, voilà, on savait qu'on avait une fin, et une fin excellente, quels que soient les problèmes derrière qu'allait poser ce film, quoi. Ok, très bien. Quel a été pour toi le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Alors les meilleurs moments que j'ai vécus, c'est très souvent des moments d'humanité. Soit avec mes collègues, soit avec les films en fait. Des moments, on va dire, de grande poésie. Alors c'est un peu flou, mais c'est ces moments où d'un seul coup on sent qu'on est à sa place, que ce qu'on fait c'est juste, et il y a un peu une fierté, un peu une espèce en fait une sensation de merveilleux, que tous ces efforts, tous ces budgets, des fois ça touche juste. Sur la nuit du 12, on a eu beaucoup ça pendant le montage. Très vite, pendant le montage, on s'est rendu compte qu'on avait un très beau film entre les mains. Et c'est des moments que je trouve merveilleux, vraiment. Des moments où on est juste, où ce qu'on a aidé à produire avec toutes les petites étincelles, même à mon poste d'assistante monteuse, qui est un poste très modeste, où on sent que ça a concouru à faire que le film se fasse. Et pas seulement le film, mais que cet objet culturel soit fort, soit puissant. Est-ce que tu as des petites anecdotes concernant les films que tu aurais montés? Alors, sur Les Animaux Amoureux, qui étaient montés à la fois par Jacqueline Lecomte et Axel Malavieille, c'était la première fois que je découvrais une monteuse old school. Axel avait été pendant longtemps l'assistante de Jacqueline. Et moi j'étais donc l'assistante d'Axel, et j'ai découvert ce que c'était qu'une monteuse old school, où la hiérarchie était faite de façon très autoritaire. Genre j'avais pas le droit d'entrer dans la salle de montage de Jacqueline. C'était Axel qui avait le droit d'entrer, et je devais rester à la porte pour discuter. Des choses comme ça, mais c'est totalement... Justement, moi j'ai eu la chance de travailler avec... des monteurs, des monteuses bien expérimentées qui m'ont pris comme assistante, et qui étaient des gens qui s'étaient opposés à cette façon autoritaire de voir nos métiers. Je pense que j'ai eu la chance d'arriver à un moment où cette évolution avait déjà eu lieu.
Mais c'est vrai que quand j'ai vu que ça se passait comme ça, et j'ai bossé pendant 1 an avec les deux, mais c'était incroyable de voir en action l'ancien monde, quoi. Après, j'ai aussi beaucoup de très belles anecdotes autour de films. J'ai bossé sur Retour à Ithaque de Laurent Cantet, qui était monté par Robin Campillo. Pareil, un film qui était tourné en cubain, et langue que ne parlait pas le monteur. Donc moi je la parlais très bien, et ça donnait lieu à des moments très cocasses, quoi. Mais par contre, voir en action, c'était un duo très très fort. Je dis c'était parce qu'ils ne travaillent plus ensemble, Robin est maintenant réalisateur, mais de les voir en action, ces deux-là travailler, c'était des leçons de cinéma, c'était excellent. C'était difficile de se faire une place aussi comme assistante. Heureusement que je parlais espagnol, quoi. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Alors, j'ai vu que tu avais déjà fait des épisodes sur la script, sur le montage son. Donc j'ai essayé de réfléchir. Je pense que il y a... Je crois pas que tu aies déjà fait sur assistant réal, sur le premier assistant. Pour moi, ça c'est un poste ultra important et très méconnu. Peut-être que j'ai déjà fait, et peut-être qu'il sera sorti, je sais pas. Et effectivement, après, il y a énormément de métiers en fait qui sont pas du tout connus. Le casting, par exemple, c'est vrai que il y a aussi en casting l'assistant casting. Il y a toutes sortes de postes à ce niveau-là. Il y a les directeurs de post-production, qui est quelque chose qui n'a pas lieu tout le temps. Là, moi j'ai la chance de travailler plusieurs fois avec Cyril Contejean, qui est un directeur de post-production absolument génial. Et un directeur de post-production, ça va vachement gérer des parties qui sont non artistiques, mais qui vont jouer sur l'artistique. Le budget, les effets spéciaux, tous les allers-retours justement sur l'import-export, la façon dont ça va être fluide, dont ça va être serré, le directeur de post-production peut énormément jouer. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Noémie. Merci Florian. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.